Le groupe Bagage-Vilo, un plan de restructuration est à l'étude. L'affaire d'Auriol, le Premier ministre décidé à ne rien laisser dans l'ombre. Opération de l'épaule réussie pour le capitaine du 15 de France. Madame, Monsieur, bonsoir. L'inculpation d'un des 4 frères Vilo, Jean-Pierre, le personnage peut-être le plus puissant du groupe, témoigne de la volonté du gouvernement de régler rapidement les 2 aspects de cette affaire. Premier aspect, en effet, judiciaire. Jean-Pierre Vilo, inculpé d'abus de biens sociaux, a été laissé en liberté, mais il lui est interdit de quitter le territoire français. Cette inculpation peut être interprétée comme le début de la fin d'une dynastie contestée pour ses méthodes industrielles. Second aspect, celui-ci économique, avec le plan de redressement proposé par les pouvoirs publics pour l'une des principales entreprises des frères Vilo, le groupe Boussac-Saint-Frères. Les biens personnels de la famille ont été gagés et l'État a injecté 100 millions de francs pour assurer la survie de l'entreprise. En attendant une réorganisation qui sera le premier grand test pour la crédibilité du gouvernement de M. Mauroy. Il s'agit de sauver les différentes sociétés d'un empire qui emploie près de 40 000 personnes. Jean-Claude Renaud. Dior, fleuron de la haute couture, ce sont les Vilo. Les chemises Pierre Cardin ou Ted Lapidus, c'est encore eux. Comme la lingerie Jala ou la literie Agalis. Comme Peau Douce, numéro 1 européen des couches pour bébés. Des magasins aussi, Le Bon Marché, les galeries en SPAC en Belgique, et puis les tentes et caravanes Raclais. Voilà un échantillon du groupe Bagage-Vilo. Depuis la première filature de l'Ain, en 1828, les Vilo ont fait du chemin. La famille aujourd'hui, ce sont les 4 frères, Bernard, Jean-Pierre, Antoine et Régis, massifs, inséparables et fidèles au nord industriel. Ils n'ont jamais voulu installer leur état-major à Paris. En quelques années, ils ont bâti un empire, 12 milliards de francs de chiffre d'affaires et 40 000 salariés. Leur méthode, racheter à bas prix des entreprises en difficulté pour les redresser en pratiquant des coupes sombres. Exemple, Le Bon Marché. Racheté en 70 au bord de la faillite, il a doublé ses ventes et fait des bénéfices. Les salariés, eux, sont passés de 2500 à 850. Autre exemple, Conforama. L'affaire agonisait en 76 quand les Vilo arrivent. 2 ans plus tard, les 62 magasins dégagent 60 millions de bénéfices. Et puis ce fut Boussac. 60 sociétés, 10 000 personnes, rachetées en août 78. Le boa Vilo n'a pas encore fini de digérer une proie de cette taille-là, qu'il traverse l'Atlantique pour avaler Corvette, une chaîne de magasins américaine. Mais il tombe sur un os. La gestion à la Vilo ne fait pas recette aux États-Unis. Corvette continue de perdre de l'argent et doit 55 millions de dollars à ses banquiers. Les Vilo ont échoué, ils veulent vendre et se débarrasser de Corvette. Mais leurs ennuis ne s'arrêtent pas là. En France, le textile va mal, Boussac-Saint-Frères supprime près de 4000 emplois en 2 ans et la gestion des Vilo suscite des critiques. En 1974, ils ont été condamnés en correctionnel, déjà pour abus de biens sociaux. L'an dernier, la commission des opérations de bourse, après enquête, a conclu que la comptabilité des Vilo est critiquable et que les bénéfices affichés pourraient bien dissimuler des pertes. Les pertes, c'était celles de Corvette et de Boussac, que Jean-Pierre Vilo a voulu renflouer en puisant dans la caisse de Dior et de la Belle Jardinière. C'est interdit par la loi, d'où la plainte des commissaires aux comptes et la nouvelle inculpation pour abus de biens sociaux. Bien, alors Pierre Meritabil, si cette affaire est peut-être la fin d'une dynastie familiale, c'est aussi le début d'une restructuration industrielle et surtout un premier test, grand test industriel et économique pour le gouvernement de M. Mauroy. Oui, et il faut voir qu'il y a 2 choses vraiment dans cet événement, dans cette inculpation. Un acte judiciaire et une volonté politique. L'acte judiciaire d'abord pour savoir qui va payer. Qui va payer les salaires de juillet d'abord, parce qu'on en est là dans le groupe, puis les dettes. Alors qui va payer, les responsables ou bien les contribuables? Les contribuables, ça s'est vu dans le passé, comme par exemple pour la sidérurgie. Quant aux responsables, souvenez-vous de Marcel Boussac. Marcel Boussac, il avait fait des erreurs jusqu'à la faillite. Et avant d'être racheté par les Vilo, justement, lui, à 90 ans, il avait essayé de payer. Il avait tout vendu, ses propriétés, ses haras, les chevaux qu'il aimait par-dessus tout, il avait tout vendu. Et il est mort dans son bel hôtel particulier de Neuilly,
qui n'était même plus à lui, qui était déjà au Vilo. Ça n'a pas suffi, mais lui s'était comporté en responsable. Et finalement, l'acte judiciaire revient, dans le fond, à imposer au Vilo de se comporter en responsable aussi honorablement que Marcel Boussac. L'inculpation de Jean-Pierre Vilo a surtout pour effet de l'immobiliser, lui et sa fortune personnelle, qui peut sans doute permettre de parer au plus pressé, et le prêt de l'État, 200 millions dont vous parliez tout à l'heure, ne sera pas à fond perdu. Bon, mais cela dit, ensuite, que va devenir le groupe ? Oui, justement, et c'est là qu'intervient vraiment la volonté politique. Pierre Dreyfus, le ministre de l'Industrie, disait il y a 15 jours, je le cite, « Nous ne voulons pas que les frères Vilo conservent leur fortune personnelle pendant que les malheureux qui travaillent dans le textile sont jetés à la rue. Je voudrais que nous puissions faire rendre gorge aux frères Vilo au maximum. » Mais rendre gorge, cela, c'est en train de se faire, et c'est une chose. Mais trouver une solution pour 40 000 employés, dont 10 ou 15 000 menacés dans les entreprises menacées, c'en est une autre. Et cette autre chose va même encore plus loin. Pour François Mitterrand, et pour Pierre Mauroy et son équipe, la crédibilité économique, la confiance ont une importance capitale. Et en partie au moins, cette confiance repose sur la capacité du gouvernement à régler ce type de dossier social sans faire trop de dégâts sociaux, autrement dit de licenciements, et sans trop faire payer le contribuable. Alors 40 000 emplois plus la crédibilité économique, c'est une part non négligeable de l'avenir de l'expérience socialiste qui est en jeu, et bien entendu c'est un enjeu qui dépasse de beaucoup l'histoire d'une simple inculpation. Même celle de Jean-Pierre Vilo. J'ajouterai simplement quelques réactions syndicales à cette affaire, dans l'ensemble réactions positives, notamment celle de la CFDT de Lille qui dit qu'il faut aller au fond des choses et que les autres frères Vilo sont aussi coupables que Jean-Pierre Vilo qui est le seul inculpé pour l'instant. 24 heures de répit déjà au Liban après le cessez-le-feu intervenu hier matin entre Israël et les Palestiniens. Cessez-le-feu tout de même violé 3 fois la nuit dernière par des tirs de roquettes palestiniennes en direction de l'enclave chrétienne du sud Liban. Tirs restés sans réponse de la part des chrétiens et des Israéliens. À Beyrouth, M. Yasser Arafat, le leader palestinien, a estimé lui que les combats de ces dernières semaines ont prouvé au président américain M. Reagan que l'OLP existait vraiment et qu'elle était une réalité dont il fallait tenir compte au Proche-Orient. Dans les circonstances présentes, M. Ibrahim Sous, le représentant palestinien en France, estime lui dans une interview qu'il a accordée cet après-midi à Édouard Lord que la France devrait inverser ses priorités au Proche-Orient et placer avant le droit à la sécurité d'Israël la création d'un État palestinien. Nous constatons que depuis quelque temps, on donne priorité à la sécurité d'Israël. Je dirais que c'est une politique européenne en général, à la sécurité d'Israël, comme si, en réglant le problème de la sécurité d'Israël, on allait aboutir forcément à une solution rapide du conflit. Or, l'application de cette politique, avec les accords de Camp David, qui ont été un échec, a abouti à une impasse totale. Tout le monde le reconnaît. Est-ce que vous ne trouvez pas que la dernière déclaration du président Mitterrand, lorsqu'il parle de riposte disproportionnée des Israéliens aux attaques palestiniennes, vous êtes tout de même plutôt favorable? Il n'y a pas d'attaque palestinienne. Il y a une défense palestinienne contre une agression systématique et meurtrière de la part des Israéliens. Et nous ne sommes pas les seules victimes. Tous les peuples arabes en sont victimes. Depuis la signature du cessez-le-feu hier, il y a eu 3 violations de ce cessez-le-feu, qui venaient depuis les bases palestiniennes au sud Liban. C'est les Israéliens qui disent ça. Non, non. Ce sont même ceux de l'ONU qui sont sur place. Non, mais nous savons qu'il y a eu aussi des violations israéliennes. Et Israël continue à survoler le territoire libanais sous prétexte qu'ils veulent photographier tout ce qui se passe sur le territoire libanais. En fait, vous demandez que la France s'engage totalement aux côtés des Palestiniens, et c'est peut-être un peu exagéré tout de même. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la France doit inverser ses priorités en parlant des bases et des principes qui doivent être à la base de toute recherche d'une solution. Elle doit en premier parler des droits du peuple palestinien et du respect de ce droit. La France ne considère pas la présence militaire au Tchad comme étant illégale. Une phrase à retenir, si elle est confirmée du moins, une phrase tirée de l'interview d'un des responsables de la politique étrangère libyenne à un hebdomadaire libanais. Vous savez que récemment, la France a décidé de reprendre ses livraisons d'armes à la Libye. Et puis en Iran, dépouillement à l'heure actuelle des élections présidentielles. Sur 6 millions de voix exprimées pour l'instant, M. Rajaï, le Premier ministre, qui est d'ailleurs le seul candidat en lice, obtient 90% des suffrages. Il s'agit d'un véritable raz-de-marée, mais il faut accorder à ces résultats la valeur qu'ils ont, puisque M. Rajaï est seul donc en compétition. Manifestation cet après-midi à Dublin.
en Irlande du Sud en faveur des 7e et 8e grévistes de la faim qui sont en train de mourir à la prison de Belfast. La semaine dernière, ces manifestations avaient été violentes, plus de 200 blessés, vous en souvenez sans doute. Pour l'instant, le défilé de cet après-midi semble s'être déroulé dans le calme, comme en témoignent ces images. Jusqu'à présent, Dublin s'était tenu le plus possible à l'écart du conflit de l'Irlande du Nord, une position qui est en train de changer. L'objectif des manifestants qui sont revenus aujourd'hui dans la capitale d'Irlande du Sud n'est pas l'ambassade de Grande-Bretagne, mais le siège du Parlement. Pourquoi le Parlement? Eh bien pour deux raisons. D'abord, 2 des grévistes de la faim emprisonnés au Nord ont été récemment élus au Parlement du Sud. Deuxième raison, il s'agit surtout aujourd'hui de faire pression sur le nouveau gouvernement irlandais. Un gouvernement de coalition dont la majorité parlementaire reste très fragile. Bien sûr, le gouvernement de Dublin a montré à plusieurs reprises qu'il se sentait directement touché par le sort des prisonniers républicains. On peut noter au passage qu'on a beaucoup apprécié ici la compréhension du gouvernement français. Mais pour les organisateurs de la marche, l'attitude du gouvernement irlandais est jugée trop molle vis-à-vis des Britanniques. Les Britanniques trouvent toujours le moyen de noyer le poisson. Ils ne souhaitent pas réellement la fin de la grève des prisonniers républicains. Il faut purement et simplement expulser l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Irlande. Nos efforts continuent. Ouvrir une crise entre Londres et Dublin compromettrait les démarches en cours, répond le gouvernement de Dublin. Reste qu'en Irlande du Nord, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Le plus souvent, il faut le dire, plus pour des raisons de procédure que de substance. Et cela, quoi qu'en disent tour à tour aussi bien les prisonniers républicains que les autorités britanniques. Un dialogue de sourds, en tout cas, qui à chaque instant peut être fatal aux 2 grévistes de la faim. La visite de M. Gaston Defferre en Espagne, qui avait été remise en raison des prises de position du ministre de l'Intérieur français à propos des extraditions de militants basques, aura tout de même lieu mercredi prochain. Confirmation officielle a été donnée aujourd'hui à Madrid. Le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, inaugurait aujourd'hui l'autoroute Poitiers-Bordeaux qui permet désormais de relier Paris à la capitale de l'Aquitaine. On retiendra de cette visite plusieurs déclarations. La première à propos des péages. Le Premier ministre estime qu'il faut revoir le système actuel. La diversité des tarifs, selon lui, ne repose sur aucun fondement économique. Mais le Premier ministre a également été interrogé sur d'autres sujets, notamment comme la tuerie d'Oriol, où un inspecteur de police appartenant au SAC et toute sa famille ont été tués. La réponse de M. Pierre Mauroy. Le gouvernement est décidé à ne rien laisser dans l'ombre, quelle que soit la situation des hommes qui pourraient se trouver au bout de l'écheveau. La justice est saisie. Elle agit en toute indépendance, parce qu'il est respectueux de la justice et de la loi. Le gouvernement sera intraitable pour tous ceux qui sont sans loi. Trop de gens qui se réclamaient au départ d'un grand message, et s'en sont éloignés d'ailleurs, ensuite, ne sont motivés aujourd'hui que par des mots d'ordre qui sont ceux de l'extrême droite. Le gouvernement ne tolérera en aucun cas que, prenant prétexte de la nouvelle situation politique, certains individus ou certains groupuscules cherchent à relancer un activisme contraire aux règles les plus impératives de la démocratie et de la République. Oui, alors sur le plan de l'enquête proprement dite, la journée d'aujourd'hui a été marquée par la prolongation de la garde à vue du président national du service d'action civique, le SAC, M. Debizet, au propos duquel il a été établi qu'il avait, le 5 mai dernier, rencontré à Marseille l'inspecteur Jacques Massier, l'une des victimes, et son successeur, même à la tête du SAC de la région de Marseille. L'autre énigme restant toujours le lieu où ont été enterrés les 5 cadavres qui n'ont toujours pas été retrouvés. Le point avec Isabelle Béchler. On piétine au SRPJ de Marseille. Les policiers sont toujours à la recherche des corps des membres de la famille de Jacques Massier, mais malheureusement sans piste nouvelle, hormis des appels téléphoniques qui indiquent parfois les endroits les plus fantaisistes. Pendant ce temps, la famille de Jacques Massier et surtout sa sœur Marina, qui a aussi perdu son compagnon la semaine dernière, veulent surtout réhabiliter le policier tué par ses collègues du SAC. Mais une semaine après le crime de la Bastide d'Oriol, c'est surtout l'inquiétude qui prime. La famille de la victime est désespérée.
ébranlés par des coups de téléphone anonymes qui ne cessent de se succéder les uns aux autres, par une certaine inquiétude qui se répand aussi. Nous-mêmes, nous faisons l'objet de coups de téléphone anonymes, de menaces très claires par téléphone, ce qui ne nous empêche pas de dire avec une assurance bien ferme que Maître Roussel et moi-même, nous ferons tout ce qu'il faudra pour que la vérité éclate dans ce dossier, même s'il faut aller la chercher dans les plus petits recoins. On n'est pas certain que ces personnages qui téléphonent ou qui exercent des menaces anonymes sont des personnages sérieux. Soit ils s'apparentent à cette famille des détraqués qu'on rencontre dans chaque affaire grave, dramatique, soit il y a un fond de vérité et on verra bien. L'enquête, bien sûr, s'est déplacée à Paris, à la tête du SAC, avec l'interrogatoire de son secrétaire général, Pierre de Bizet, et du trésorier national de l'organisation, Gérard Dory. On attend pour demain la décision ici du juge Laurence Guérin qui, à l'issue de son délai de garde à vue, devrait décider de faire descendre Pierre de Bizet à Marseille afin de le confronter avec les 4 personnes qui sont déjà inculpées dans cette affaire. Le filet se resserre donc autour des membres du SAC marseillais, pour ceux du moins qui n'ont pas encore pris la fuite. Actuellement, le SAC des Bouches-du-Rhône compte environ un noyau d'une centaine de militants, ce qui est peu. Mais l'histoire marseillaise de cette association a toujours été plus ou moins directement mêlée à des affaires criminelles, de règlement de compte ou de banditisme. On attend ici de nouveaux éclairages dès demain. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'à l'occasion de l'inauguration de cette autoroute Poitiers-Bordeaux, M. Monroy avait été interrogé sur plusieurs sujets, dont une fois encore l'audiovisuel et plus généralement ce que la presse de l'opposition appelle aujourd'hui la chasse aux sorcières dans différents secteurs. Il n'y a pas d'épuration, a dit M. Monroy. Il n'y a aucun lien de subordination, a-t-il ajouté, entre les présidents de chaînes de télévision ou de radio et le gouvernement. Même son de cloche chez M. Filiou, le ministre de la Communication, dans une interview à l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, qui affirme « Ce n'est plus le pouvoir, mais un organisme autonome qui, demain, aura autorité sur la télévision. » Ce n'est pas l'avis, en tout cas, pour conclure, de M. Michel Bassy, l'ancien directeur de Radio Monte-Carlo, RMC, qui vient de perdre son poste d'ailleurs. Il entend obtenir réparation. M. Bassy tiendra la semaine prochaine une conférence de presse pour s'expliquer sur, je le cite, le processus en cours d'alignement idéologique des moyens de communication. 40 tonnes de pêche ont été retirées du marché et détruites dans une décharge publique à Fréjus, dans le Var. Raison de ce gâchis, la mévente de ces fruits. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs français protestent contre les exportations espagnoles en brûlant les chargements qui passent la frontière. Madame Cresson, le ministre français de l'Agriculture, a obtenu que des taxes compensatoires soient perçues sur les fruits et légumes venant de Grèce et d'Espagne. L'Espagne qui sont suspendus jusqu'à lundi prochain, date à laquelle reprendront à un rythme plus modéré ces exportations, ce qui est confirmé aujourd'hui par le ministre du Commerce et de l'Économie espagnol. 14 jours de chômage partiel chez Michelin à Clermont-Ferrand. Décision confirmée par la direction. Cette mesure touchera environ 6000 personnes tout au long du dernier semestre de ces années 80. Les syndicats dénoncent cette décision de la direction et demandent déjà au personnel d'observer un arrêt de travail dès mardi prochain. Et puis chez Kléber-Colombe, 1500 salariés sont menacés de perdre leur emploi. Kléber-Colombe est une filiale de Michelin. C'est du moins ce qu'annonce la section communiste de l'entreprise, qui précise encore que le comité central d'entreprise doit se réunir mardi prochain. D'autres informations maintenant, en bref encore, en commençant par un drame dû au mauvais temps en Suisse. Thierry Gandillon. Ce sont les pluies diluviennes de ces derniers jours qui ont provoqué le drame du camp scout de Domat-Ems en Suisse. 5 fillettes et une monitrice, toutes de nationalité suisse, ont été tuées dans la catastrophe. À l'origine du drame, un petit ruisseau de montagne qui s'est transformé en un véritable torrent, charriant de la boue, des rochers et des arbres, et qui a emporté la tente occupée par les 5 fillettes et leur monitrice. Au Portugal, une collision ferroviaire a fait 250 blessés hier après-midi à quelques kilomètres de Lisbonne. 2 des blessés seraient dans un état grave. C'est une locomotive en panne sur la voie qui est à l'origine de l'accident. Le Sud Express, immobilisé, a alors été heurté à l'arrière par un train de passagers qui se dirigeait vers Porto. Heureusement, le dernier wagon du Sud Express qui transportait des automobiles a protégé les voitures de voyageurs. De violents incidents sur le terrain de rugby d'Hamilton en Nouvelle-Zélande ont entraîné l'annulation du second test match
opposant les Néo-Zélandais à l'équipe sud-africaine des Springboks. Les opposants à la tournée des Springboks, qui viennent d'un pays où l'apartheid est encore en vigueur, avaient décidé de faire un véritable coup de force. Des centaines de manifestants venus de tout le pays se sont infiltrés parmi les spectateurs et ont envahi le terrain. Un vol peu ordinaire pour célébrer le 79e anniversaire de la traversée de Louis Blériot. C'est en volant sur le dos que Nigel Brandich, 31 ans, a traversé la Manche à une vitesse de 180 km/h. Chacune des 15 minutes de son vol a été payée par un sponsor et la somme obtenue a été versée à une association de handicapés. Et ça doit être une marque de crème renversée. Marée noire à Hambourg, à la suite de l'échouage d'un pétrolier battant pavillon libérien. Une nappe de pétrole de 500 mètres de large et de 11 km de long descend l'Elbe vers la mer. Le pétrolier était chargé de près de 80 000 tonnes de brut. Le bâtiment a pu heureusement être renfloué et remorqué après plusieurs heures d'efforts. L'une des plus célèbres courses de voiliers a pris le départ aujourd'hui à Perros-Guirec en Bretagne. Il s'agit de la 12e course en solitaire organisée par notre confrère Le Figaro. Dominique Leglou. « 33 concurrents seulement au départ de la 12e course en solitaire du Figaro. Un départ donné à 14h30 de Perros-Guirec sur la côte de Granit Rose. Favori incontestable Gilles Gaïner, Morbihanais de 32 ans, au palmarès éloquent sur cette course. Deuxième en 75, troisième en 76, vainqueur en 79. Confirmation de ce pronostic, c'est Gaïner qui prend le meilleur départ sur le port de Pornic, un bateau dont il a lui-même dessiné les plans. Derrière lui se placent immédiatement ses principaux adversaires, Lionel Péan, Pierre Folenfant, Luc Poupon. N'oublions pas non plus les outsiders que sont les frères Pudenec, Loïc Karadec ou Jean-François Coste. La première étape de cette course de 280 000 conduira les concurrents en Irlande à Crosshaven. Jean-Pierre Rive, même si vous n'êtes pas un fervent du rugby, vous le connaissez sûrement au moins de vue. Une grande crinière blonde, toujours au milieu de la mêlée. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'ailleurs d'être opéré de l'épaule, une opération délicate. Son témoignage est celui du chirurgien de Toulouse qui a opéré Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, si vous avez consenti à vous faire opérer, c'est que c'était grave. C'est que c'était, enfin, je crois que le docteur Mansart répondra mieux que moi. J'ai consenti à me faire opérer. D'abord parce que c'était le docteur Mansart et puis peut-être parce que j'en avais un petit peu besoin. Vous aviez besoin d'être mis en confiance pour une opération comme celle-ci? Un petit peu, oui, parce que je suis pas très courageux. Alors maintenant, il y a la rééducation. Combien de temps allez-vous être indisponible? Je sais pas, 2 ou 3 jours, on m'a dit, mais je crois que le docteur a dit un peu plus. Docteur, c'est grave? Non, ce sont des lésions qui, en général, récupèrent très bien. Ce sont des épaules qui sont instables et qui ont des phénomènes de déboîtement à chaque mouvement. Et il suffit de reconstituer les structures musculaires et capsulaires de l'épaule pour les stabiliser. Le problème important, c'est la rééducation. Ce sont des rééducations qui doivent durer à peu près 6 semaines. Et le résultat définitif est obtenu sur... On peut commencer à reprendre une activité sportive au bout d'1 mois et demi à 2 mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une différence de diagnostic entre Jean-Pierre Rive et son médecin. Les pronostics du tiercé de Pierrette Bresse pour demain à Maisons-Laffitte, vous allez les voir sur votre écran. Les voici. Je vous les résume. Le 11, le 8, le 4, le 5, le 16, le 2, le 9 et le 14. Monsieur Clamy, le 14. C'est le temps des festivals. À Carpentras, à la fin de ce mois et au début du mois d'août, on jouera Carmen de Bizet. Une œuvre connue dont je vous propose ce soir non pas de voir un extrait, mais une répétition filmée par Dominique Sizinski et Yoba Grégoire. Caméra indiscrète, surprenant la cantatrice, Vittoria Cortez, le chef d'orchestre, Jean-Claude Casatsu, et le metteur en scène, Jean-Claude Auvray, qui a voulu rendre plus dramatique cette Carmen en supprimant tout simplement le côté espagnolade folklorique. Quand je vous aimerai. Mais j'ai besoin de vous mettre, je regrette. Mais vous me trouverez quand ce sera nécessaire. Allez-y. Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que le c'est certain, ce soit absolument comme une chose définitive. C'est certain.
plus Mérimée que Meilhac et Halévy en l'occurrence, parce que elle est garce. Elle dit pas aujourd'hui, c'est certain, c'est définitif. C'est pas, c'est certain. Il n'y a pas un espoir. Aujourd'hui vous l'aimerez et vous l'aimerez pas. Je dirais si vous le dites, c'est certain, plus déterminé. On peut refaire juste ça. Ça serait d'être plus garce alors. Voilà, plus garce. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. Bien le deuxième temps. L'amour est un poème, il n'a jamais connu des lois. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends mal de si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas. Non, non, je suis là. Maître, j'ai besoin de vous, je regrette. Voilà. Je t'aime, mais si je t'aime, prends garde à toi. Le deuxième temps. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde Les cantatrices ont toujours un accent assez extraordinaire qui me fait toujours penser à Tintin et à la Castafiore. Tous les soirs, tous les midis, nous vous distillons les prévisions de la météo. Y croyez-vous? En tenez-vous compte? C'est la question que le journal du dimanche a posée aux Français par l'intermédiaire de l'Institut de sondage IFRES. Voici les réponses. De manière générale, 54% des Français croient aux prévisions et 46% n'y croient pas. Pour quelles circonstances de la vie tenez-vous le plus compte de ces prévisions météo? C'est le week-end qui recueille le plus de suffrages avec 47%. Par contre, pour s'habiller le matin, 73% des Français ne tiennent absolument pas compte de ce que vous dites, Alain Gillot-Pétré. Ah, ils ont tort. Satisfaction. Je crois aussi que Laurent Bromel est très bien placé dans la liste des météorologistes qui sont classés par le journal du dimanche. Et comme j'en fais pas partie, je suis d'autant plus content. Satisfaction, donc consternation. 46% des Français ne croient pas à la météo. Ils ont tort, car moi voici un chiffre qui n'est pas un sondage, mais des faits concrets, vérifiables, et je mets au défi quiconque de me dire le contraire. Plus de 80% des prévisions de la météo à 2 jours sont tout à fait exactes. Ce sont celles qui nous servent à Laurent et à moi pour faire nos prévisions. Donc, et nous avons encore du travail à faire pour que vous y croyez. Alors, allons-y tout de suite. Pour demain dimanche, voilà, hélas, une zone de mauvais temps de la Bretagne aux Pyrénées, au Massif central et au nord. Beaucoup de nuages, peu de pluie. Avant cette zone de mauvais temps, des éclaircies, surtout près de la Méditerranée. Après cette zone de mauvais temps, des éclaircies encore. Pour lundi maintenant, ça commencera très mal, ça finira bien. En effet, beaucoup de brume et de nuages sur la majeure partie du pays. Mais, l'après-midi, le mauvais temps sera surtout de la Haute-Normandie au Morvan et au nord-est avec encore quelques pluies. Ailleurs, développement de belles éclaircies avec des températures en hausse. La prévision de température pour demain, maintenant, sans grand changement par rapport à aujourd'hui, toujours frais, 11-12 le matin, une vingtaine de degrés l'après-midi, un peu moins au nord, un peu plus au sud. Le Tour de France à la voile maintenant pour l'étape de demain. La Trinité Crouesti, il va falloir souffler dans les voiles, le vent ira de ouest-nord-ouest, mais il sera très faible. Enfin, notre éphéméride pour demain dimanche 26, les heures du soleil et la fête des ânes, sans liaison bien entendu. Merci. Je rappellerai, comme vous venez de le dire, Alain, que dans ce fameux sondage dont je vous parlais tout à l'heure, Antenne 2 est donc bien placée, puisque parmi les messieurs météo les plus appréciés et en qui on a le plus confiance,
Laurent Broumed arrive en seconde pour deuxième position derrière Albert Simon d'Europe numéro 1 et je n'ajouterai pas bien avant la première chaîne. Les rendez-vous de la soirée, il y a Jean-Claude Renaud à 23h30 en fin de programme. Demain, antenne de midi, nous recevrons monsieur Paul Arzens qui est un styliste que vous ne connaissez pas mais dont vous avez déjà sans doute à subir les conséquences puisque c'est lui qui dessine les locomotives et les wagons de la SNCF et cela depuis plusieurs dizaines d'années. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir, à demain.